Imaginé par Binge Audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Chez moi, il y a un coin réservé à la musculation. Avec Max, mon coloc, nous y entreposons des haltères, des kettlebells, des élastiques de muscu, un hamac fixé au plafond qui sert entre autres à s'inverser et favoriser la circulation sanguine, une sorte de roue que j'utilise pour étirer mon dos, un ballon de pilates, des briques en liège, des balles de tennis et même de longs bâtons en bois avec lesquels Max effectue d'impressionnantes démonstrations d'arts martiaux. J'adore ce coin. J'adore jouer avec ces objets un peu absurdes qui sont rentrés dans ma vie. J'adore cette relation intime que j'ai nouée sur le tard avec mes muscles, ma force et cette machine incroyable qu'est le corps humain. Vraisemblablement, je ne suis pas la seule. Avec 43% de pratiquants-pratiquantes chez les 16-25 ans, la musculation est devenue le sport préféré des jeunes selon un baromètre de l'UCPA Credoc réalisé en 2022. Alors comment expliquer cette soudaine explosion des go muscu, ces accros des charges lourdes et des repas protéinés ? Faut-il s'en réjouir ou bien s'en inquiéter ? Que dit cette tendance de notre société ? Peut-on aimer la muscu sans être une sorte de suppôt du capitalisme et devriez-vous, au fond, vous y mettre aussi ? Pour en discuter, je reçois deux personnes qui, peut-être un peu malgré elles, sont devenues des spécialistes du muscle, Martin Page et Camille Jusa. Bienvenue dans Encore Heureux. Merci. Merci, bonjour. Bienvenue à vous deux. Camille Jusa, tu es autrice de documentaires audio et réalisatrice de documentaires télé, comme on dit. Ouais. Tu t'es penchée sur le sujet du muscle à plusieurs reprises, notamment via 3 séries documentaires réalisées pour Arte, qui sont tous musclés, réalisées en 2020 avec Jérôme Momcilovic. Ça porte sur l'obsession que notre société semble avoir développée pour le muscle depuis environ les années 80. Viril, réalisé en 2025 avec Matthias Weiss, qui s'intéresse au code de la masculinité qui passe souvent par le corps, on en reparlera. Et ma préférée, Toute musclée, que tu as réalisée en 2022 et qui porte sur la façon dont la société a perçu et perçoit encore les muscles des femmes et plus généralement les femmes sportives. Pourquoi ce thème continue à essaimer dans tes films ? C'est quoi ton intérêt pour le muscle ? Alors l'histoire, elle est très banale, mais en même temps intéressante. C'est que je faisais en 2018 un film sur Arnold Schwarzenegger avec un critique de cinéma qui avait décidé de prendre cet acteur très au sérieux en racontant cette chose assez extraordinaire, ce bodybuilder vraiment sublime et très très talentueux. Comment c'était possible que cet homme ait pu traverser le siècle et d'abord devenir une très grande star du cinéma hollywoodien, puis gouverneur de Californie, alors que dans les années 60, la culture du bodybuilding est quand même plutôt une sous-culture un peu méprisée, réservée aussi quand même à une communauté homosexuelle un peu tue. Donc voilà, il a pris cette grande fresque saga qui est la vie d'Arnold Schwarzenegger très au sérieux. On a fait ce film. Et plus il me racontait l'histoire du muscle au XXe siècle, plus je lui disais, il faut qu'on fasse un film là-dessus. C'est quand même incroyable que ce truc qui commence quasiment dans les cirques au 19e siècle, comme des choses, comme on exposait les hommes musclés comme des freaks, en fait. Comment on a pu arriver à ce que tu décrivais, c'est-à-dire des salles de sport partout et finalement des nations entières, une terre entière mise à la musculation. Donc on a fait cette première série plutôt sur l'aspect un peu néolibéral du muscle, comment dans les années 80, chacun devient un peu le signal de sa propre performance, quand ça s'incarne dans le corps. Et puis ça a eu tellement de succès qu'on s'est dit on va faire Toute musclée. Et Toute musclée, je pensais qu'on allait répéter les mêmes choses, et pas du tout. C'est une histoire de féminisme, de combat et de lutte, et ça a été une très grande surprise. Et c'est vrai que moi, ça m'a interrogée, mais j'ai l'impression qu'on est tous les trois dans cette situation, sur mon propre rapport au muscle, à la musculation, au sport, à l'effort, à la douleur. Et voilà, c'était vraiment étonnant de constater que moi, j'étais très très banale et que j'avais finalement le parcours de beaucoup de petites filles dans mon rapport à la musculation et au muscle. Et justement, maintenant, toi, ton rapport personnel au sport et au muscle, à la muscu, c'est quoi ? Tu pratiques ? Alors, je me suis mise à pratiquer. Alors, j'ai eu quand même une espèce de choc en bossant sur cette série, en me disant que j'étais extrêmement déterminée.
que petite fille, on m'avait fait beaucoup lire, on m'avait fait beaucoup abandonner les sports que j'avais commencé, on m'avait pas tellement regardé pour ce que j'étais, c'est-à-dire qu'on m'a mise à la gymnastique et à la natation, qui était le sport que ma mère adorait, et puis le sport que les petites filles faisaient, alors que j'étais super grande et super... j'avais pas beaucoup d'explosion musculaire, c'est pas du tout là que j'aurais dû être, donc j'ai tout abandonné, comme toutes les petites filles vers 13 ans, comme toutes les jeunes adolescentes. Et, oui, tu aurais pu faire du marathon. J'aurais pu faire beaucoup de choses, tu vois, avec des muscles plus longs, etc. Et surtout, j'avais aucune conscience qu'on pouvait se muscler. Je pensais que le muscle était un capital génétique. Et voilà. Et en 2022, alors moi j'ai 48 ans, donc à la quarantaine, il y a quand même une chose qui arrive qui s'appelle la ménopause. Et j'ai aussi traversé un moment très difficile de ma vie et j'ai pris un coach en me disant, là, je suis dans un moment très critique de ma vie. Il faut que j'aille toutes les semaines à la salle. Enfin, vraiment, je me suis dit que ça allait prendre mon corps d'une mauvaise façon, ce que j'étais en train de traverser. Et voilà, donc j'ai rencontré un coach en bas de chez moi, parce qu'il y a une salle de sport en bas de chez moi, et je me suis mise de manière très, tu vois, pas obsessionnelle, mais tu vois, de manière très régulière, voilà, très sérieusement. Et j'ai découvert qu'on pouvait se muscler. Et donc, au bout de 2 ans, j'ai lâché le coach parce que j'avais appris à faire pas mal de choses. Et maintenant, je suis quasi dans un rapport médicinal à la musculation. Et ça va avec comment tu manges, comment tu dors, comment tu bois ou pas, etc. Mais j'ai un rapport beaucoup plus... Voilà, d'abord, j'ai découvert cette chose incroyable, c'est qu'on se muscle, même à 48 ans. Et puis, c'est tout ce que raconte Martin dans son livre, c'est-à-dire les apports en sérotonine, en dopamine, voilà, que je suis au tout début de cette quête. On va y revenir à la question de la santé. Justement, Martin Page, toi, tu en fais de la muscu. C'est tout ce que tu nous racontes dans ton livre Douceur de la musculation, sorti à l'automne 2025 au Nouvel Attila. On va y revenir sur ce livre, bien sûr. Avant cela, je voudrais préciser que tu es auteur. Tu as écrit de très nombreux romans, de la poésie, des essais, et notamment un essai qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Au-delà de la pénétration, paru en 2018, même éditeur, qui a même été adapté au théâtre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, comment tu t'es mis à la muscu, comment la muscu est arrivée dans ta vie? Elle est arrivée en plusieurs étapes. J'étais plutôt un adolescent chétif, solitaire et tout ça. Donc, j'avais un héros qui s'appelait Bruce Lee. Et Bruce Lee, c'était aussi quelqu'un qui semblait chétif, mais qui l'était pas. Donc, j'ai commencé avec une barre de traction quand j'étais ado. Plus tard, à la vingtaine, je me suis inscrit dans une salle. Des années plus tard, j'ai aussi pas mal pratiqué ce qu'on appelle les calisthenics, c'est-à-dire la musculation au poids de corps. Et c'est vraiment... Donc voilà, ça fait une trentaine d'années que je fais de la musculation, peu ou prou. Mais de manière intensive, c'est venu il y a à peu près 2-3 ans, à la suite d'une dépression. Il s'agissait pour moi de me sauver. Et alors évidemment, je voyais une thérapeute, hein, mais... c'est venu à un moment, voilà, je pense à ce que tu dis par rapport à la ménopause et tout ça. Moi, c'était pas ça, c'était la dépression. Il s'agissait vraiment de prendre soin de moi et de me sauver. Et donc, c'est venu. Je pense que ça a été très compliqué pour moi d'aller vers la musculation au départ parce que j'avais cette image de la musculation comme d'une pratique super masculine, masculiniste, super virile, parce que je me retrouve pas du tout là-dedans. Donc, il a fallu que je me batte contre ces représentations pour vraiment incorporer cette pratique, pour la posséder, en fait, pour la faire mienne. Je pense que c'est venu aussi avec la révélation, avec la prise de conscience de ma non-binarité. Je pense qu'à partir du moment où j'ai compris que j'étais non-binaire, c'est devenu... Je me situais ailleurs, en fait. Je n'étais pas un homme malingre et faible et tout ça, mais j'étais vraiment ailleurs. Donc, ça m'a permis d'aller vers les poids. Et donc, voilà, c'était un parcours long, fait de plein d'étapes, quoi. Mmh. On va y revenir justement sur, au-delà de la question de la non-binarité, la question du sport et de quand on est une personne minorisée. Avant ça, je voudrais vous demander, vous, votre regard. Comment vous analysez ce que je disais en introduction, à savoir ce boom de la muscu qu'on observe notamment chez les très jeunes? Alors, le boom de la muscu, je pense qu'il a relativisé parce c'est ce que disent les enquêtes d'opinion. Il y a les gens qui s'inscrivent dans les salles de musculation. Et il y a ensuite la pratique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent dans la salle de musculation qui n'y vont pas ou qui laissent tomber au bout de 2-3 mois. Je pense que la réalité est moins angélique et moins forte que ça. Je sais pas. Moi, je trouve ça toujours intéressant de regarder ce que font les jeunes.
Ils ont plein de choses à nous apprendre. Et sur plein de sujets, ils pourraient être des modèles. Donc, j'ai pas d'analyse particulière à faire, sinon que j'aimerais que ça soit pas simplement les jeunes garçons qui s'inscrivent dans les salles de sport et de musculation, mais aussi les jeunes filles. Mais je crois que c'est en train de bouger sur ce sujet-là. Tu parlais brièvement, Camille, tout à l'heure du lien entre l'avènement du muscle et le néolibéralisme. Est-ce que pour toi, voilà, le fait que la muscu soit autant rentrée dans notre vie, et notamment dans celle des jeunes, c'est juste un truc néolibéral, c'est juste finalement ce que raconte un peu, par exemple, Guillaume Vallet, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La fabrique du muscle », l'idée qu'en fait le corps musclé serait une sorte de capital social, économique, symbolique, comme les autres, et que voilà. Est-ce que c'est juste ça pour toi ? Moi, je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur la représentation qu'on peut avoir de la salle de musculation, la salle tout simplement, qui est un peu un repoussoir pour un certain nombre de gens. C'est vrai que c'était en train de changer un tout petit peu. Là, je peux pas m'empêcher de rapprocher cette étude sur l'appétence de la jeunesse et des jeunes garçons pour la salle avec d'autres, tu vois, le baromètre sur les valeurs de virilité ou on a quand même, on se demande si la salle n'est pas quand même une espèce de véhicule pour cette nouvelle masculinité ou ce retour, ce backlash qu'on a en ce moment. C'est une impression qui est pas fondée, je sais pas exactement ce qu'il en est, mais on a un peu envie d'avoir des petites antennes. Moi, j'ai une adolescente, ma fille a 16-17 ans. Je vois aussi un retour de l'obsession pour la minceur et pour la tonicité qui avait un tout petit peu disparu, tu vois, tout ce body positif qui était quand même très important. Là, je trouve que dans les discours et dans les corps, surtout, il s'efface un peu. Donc, je pense que tu es un tout petit peu vigilant. Voilà. Je voudrais juste ajouter que j'ai envie de défendre aussi les salles de musculation, comme je pourrais défendre aussi les centres commerciaux, comme je pourrais défendre... En fait, je suis toujours très sceptique quand on attaque en fait des lieux populaires, même si ce sont des lieux capitalistes. Je pense que dans les salles de musculation, dans les centres commerciaux, dans les fast-food et tout ça, il y a plein de choses aussi intéressantes qui se créent. Ce sont aussi parfois des refuges. Et on pointe du doigt les salles de musculation et on dit, mais en fait, les incels, les mascus, en fait, ils sont, je pense, pas du tout essentiellement là, en fait. Ils sont aussi, ce que je dis dans le livre, ils sont aussi dans les institutions culturelles. Non, mais on pointe toujours, en fait, les lieux populaires en disant, ah ben voilà, c'est un peu un cliché facile et de mon point de vue classiste. En fait, ils sont à gauche, ils sont dans les partis politiques, les associations, enfin, ils sont dans les médias et tout ça. Ils sont dans des lieux respectables et intellectuels aussi, les mascus et les gens sexistes et les incels. Donc, de pointer du doigt les salles de musculation, je pense que ça part d'un gros... Je ne dis pas que ce sont des lieux parfaits, hein. Mais, c'est beaucoup plus complexe et plus subtil que ça. Et je pense que c'est une manière de s'acheter un peu une réputation, mais c'est juste un réflexe souvent classiste. Mais parce que tu le dis, toi, dans ton livre, que effectivement, on a un regard un petit peu condescendant sur la muscu. C'est pas un sport qu'on considère comme particulièrement noble. Et puis même, on se moque un peu de termes comme la gonflette, faire de la gonflette. Et c'est intéressant parce que tu dis un truc qui m'a fait beaucoup réfléchir. Tu dis, on est moins méprisant avec les gens qui veulent des grosses voitures et des grosses maisons que des gens qui veulent des gros muscles. Et tu notes que la muscu, effectivement, c'est un sport qui est plutôt accessible à tout le monde. Il n'y a pas forcément besoin d'argent. Il y a pas, voilà, on peut porter des trucs, on peut faire des choses au poids de corps. Et donc, du coup, l'un des sports les plus accessibles est aussi l'un des sports, ou en tout cas l'une des activités physiques les plus moquées, au fond. Ouais, les plus moqués, les plus méprisés. Et cette moquerie, en fait, ça a des conséquences. C'est-à-dire, on voit très bien, effectivement, que les jeunes garçons vont plus facilement vers les salles de sport. Mais c'est ce qui fait aussi que plein de gens qui auraient besoin, qui pourraient tirer un profit de la musculation, ne vont pas vers la musculation. Ça a des conséquences. Le mépris et la moquerie à l'égard de la musculation, ça a des conséquences en termes de santé publique qui sont gravissimes. Pour les personnes âgées, pour les femmes qui sont en périménopause, par exemple, toutes ces personnes qui pourraient tirer profit de la musculation, ou même les jeunes femmes, en fait. En fait, nous avons des muscles. Et au nom de quoi, en tant qu'animal, être humain, on mépriserait ces muscles et on n'en prendrait pas soin. C'est comme si tout d'un coup on disait, en fait, on ne va pas se laver les dents. Non, mais il y a quelque chose qui est du même ordre, en fait. Ah non, se laver les dents, c'est vraiment un truc de mec. C'est vraiment un truc de droite. C'est vraiment un truc de droite, se laver les dents. Non, en fait, c'est cet abandon du muscle au mascu, à la droite, à l'extrême droite, au facho. C'est un scandale, c'est une blessure, et il faut qu'on arrête avec ça, en fait. Oui. Alors, Camille,
il y a bien un public qui a été tenu loin du muscle, ce sont les femmes. Et ça, tu en parles beaucoup, notamment dans ta série Toutes musclées. Je veux bien que tu nous expliques un peu comment les femmes ont été tenues à l'écart du muscle, quelque part. Oui, ça va recouper exactement ce que Martin dit, c'est-à-dire que l'histoire du sport moderne, c'est une histoire qui est complètement enroulée autour de la masculinité. En gros, ça émerge au milieu du 19e siècle avec deux courants très forts. D'abord, l'affaiblissement des corps ouvriers, qui sont très maltraités par l'industrie, et puis les guerres du 19e, et notamment en France, la défaite contre la Prusse, fait qu'il y a un mouvement gouvernemental, un mouvement pour l'éducation physique. Donc ça, c'est le début du sport moderne, c'est l'idée qu'il faut préparer les hommes à faire la guerre. C'est pas tout à fait nouveau, on prépare les jeunes garçons à la guerre depuis très longtemps. Là, ça passe par vraiment une politique du sport. Évidemment. Donc c'est l'entrée de l'EPS à l'école, C'est l'entrée de l'EPS, et puis c'est le développement dans des quartiers populaires, mais aussi partout, des premières salles de gymnastique. Puis après, des premiers clubs qui se fédèrent en association, en fédération, etc. Les femmes vont être complètement tenues à l'écart de ça. Il y a une appétence des femmes pour le sport tout de suite. Il y a, dès 1890, des femmes qui vont nager, courir, faire du foot, etc. J'ai vu des films de Pathé qui montrent des footballeuses à la porte d'Orléans, dans ces stades aux portes de Paris, qui sont devenus après les stades près du périph'. Et voilà, donc les femmes vont être absolument tenues à l'écart de ce mouvement-là, avec férocité. Vraiment. Le sport, c'est un bastion de masculinité, c'est là où on se prouve qu'on est un homme. Et donc, accéder au sport, accéder à la pratique, c'est-à-dire avoir le droit de pas faire seulement des tout petits mouvements ou des mouvements qui vous font pas transpirer ou des mouvements des sports qui vous dénudent pas. Par exemple, le rugby et le foot, on trouve que les femmes sont trop dénudées dans les années 20. Donc tous ces sports vont être amoindris quand les femmes vont vouloir les pratiquer. On les laisse pas accéder à la compétition, c'est-à-dire à la performance. Et surtout, on critique énormément ce fameux muscle, voilà, qui serait pas du tout naturel et qui ne devrait pas apparaître sur le corps féminin. Et pas beau. Pas beau, masculin en fait. Et donc, en réalité, derrière cette lutte contre le sport des femmes, il y a la volonté de préserver à tout prix la hiérarchie entre les sexes. C'est la seule question. Et préserver la domination des hommes sur les femmes. Dans la série Toutes musclées, tu passes un extrait d'un discours de Pierre de Coubertin, donc, qui est le créateur des Jeux Olympiques, qui explique que l'idéal du héros olympique, c'est un adulte mâle, et qu'en gros, les femmes, si elles sont présentes au JO, c'est pour décorer sur les podiums, quoi. Oui, et remettre les prix. Ouais, c'est ça. Ce qu'on voit encore. Mais ce qu'on a vu jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans le monde du cyclisme, par exemple. Ça fait pas si longtemps que c'est plus des femmes en bikini qui remettent aux cyclistes. C'est quand on y pense, c'est complètement fou. Martin ? Oui, en fait, ça me fait penser, ce que tu dis, c'est super intéressant. Il y a donc ma mère qui fréquente une salle de musculation depuis pas très longtemps. Elle a 72 ans. Et hier, c'était ce matin, donc on parlait d'haltères, je lui montrais des exercices et tout ça. Et elle me dit, mais je risque pas d'avoir des trop gros muscles quand même. et voilà, et il y a toujours, je pense, une peur qui est super fréquente. Donc je l'ai rassurée. De façon, c'est-à-dire que non, en fait, elle va pas devenir une bodybuildeuse professionnelle en faisant de la musculation, même si elle en faisait tous les jours. En fait, c'est pas possible. Ensuite, je voudrais aussi dire qu'il faut qu'on change notre regard aussi, parce qu'il y a des femmes qui veulent avoir des gros muscles voyants, et il faut qu'on arrête de mépriser, de se moquer, et de dire, en fait, c'est une possibilité de la féminité, d'avoir des muscles qu'on pourrait appeler gonflés, mais qui ne sont pas gonflés. En fait, la gonflette est un terme scandaleux, je trouve, et super méprisant. Et faux. Et faux, oui, en plus, parce que c'est pas de l'air, en fait, c'est des vrais muscles. Ensuite, il y a certains exercices particuliers qui donnent cette forme de muscle. C'est souvent des gens qui prennent de la créatine enfin voilà. Mais c'est pas donc si un message aux femmes, aux jeunes femmes, à toutes les personnes et ça, vos muscles vont pas devenir énormes si vous faites de la musculation tous les jours, pas du tout. Et si vous voulez que vos muscles deviennent voyants et tout ça, c'est très bien aussi. Mais alors, dans ta série, toujours encore toute musclée, que vraiment j'adore, je dois dire, je l'ai vue 15 fois dans ma vie. Je l'ai déjà raconté dans un précédent épisode, j'ai un rapport très complexe à mes muscles parce que naturellement, j'ai plutôt des gros muscles et ça a été un sujet, parfois même de harcèlement à l'école quand j'étais plus jeune. Et il
Il y a cette pionnière du MMA français qui s'appelle Thévisey, j'espère que je le prononce correctement, Thévisey, qui explique comment, quand elle a commencé à faire du MMA, ses potes lui disaient « mais arrête de faire ce sport, tu vas être trop musclé », et ce qui est insupportable. Quelque chose, moi, qui me fait du bien, et notamment dans les milieux lesbiens, saphiques, où on est parfois un peu, très souvent même émancipé de ces questions-là, c'est à quel point les muscles des femmes, et pas seulement les abdos et des fesses musclées, mais aussi les bras, les jambes, les cuisses, sont valorisés. Je pense notamment à la chanteuse Eloi, qui a beaucoup cette esthétique-là dans ses clips. Je pense à un morceau qui s'appelle Go Musclé de Gio Ventura et Rebecca Warrior qu'on entend et qu'on voit dans le film queer Les Reines du Drame, où à nouveau il y a cette valorisation du muscle des femmes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait c'est des références culturelles qui sont très récentes et on n'en est pas totalement revenu. Enfin, c'est dans des espaces de niche. Dans la plupart des milieux, c'est encore très très mal vu les muscles des femmes, au point où, par exemple, au JO, c'était encore une catastrophe. On voit comment la boxeuse algérienne Imen Khelif a été traitée, accusée d'être un homme. Enfin, en fait, il me semble, Camille, tu me diras si je me trompe, mais que des femmes musclées, c'est toujours pas OK, en fait. Oui, en fait, ça me fait penser à deux choses. C'est que le muscle féminin, il vient remettre en cause la différence de genre. Voilà. Donc, c'est la question de la binarité. Et c'est, en fait, c'est l'endroit où elles viennent sur le terrain des hommes, pas seulement, sur cette histoire de bastion de la masculinité, se préparer à la guerre aussi. C'est que c'est vraiment un effacement des genres. Et on voit bien comment, si les femmes se mettaient à beaucoup se muscler, elles se mettraient à ressembler aux hommes. Et peut-être on serait pas si différents sur le plan corporel. Et ça, c'est insupportable pour les gens qui fondent une hiérarchie des sexes sur la différence comme ça, visible, etc. Donc le muscle, il vient percuter cette question-là, la question de la différence des genres. Ouais. Oui, et comme le dit Béatrice Barbus, sociologue, mais aussi handballeuse, en fait, des femmes qui se musclent, c'est aussi des femmes qui peuvent faire les autres choses que font les hommes, c'est-à-dire prétendre au pouvoir, en fait. Oui, oui, c'est la même chose que je voulais dire. Là, je me souvenais aussi que dans ce moment très difficile, où à la fois, je traversais un moment très compliqué, plus début de la ménopause, etc., je déménageais à ce moment-là. Donc, je portais beaucoup de cartons, et j'étais super flippée de me coincer le dos. Et en fait, le muscle, c'est de la force. En fait, c'est ce que tu racontes aussi dans ton livre. Et c'est une femme forte, c'est aussi une femme qui peut casser la gueule d'un mec, vraiment. C'est-à-dire, on a toujours cette idée, ne le faites pas, mais c'est aussi pouvoir se défendre. Moi, je me souviens, je me souviens que quand j'ai commencé le kung-fu à 20 ans, quand même, j'ai fait 2 ans de kung-fu, j'avoue, ça m'a donné de la force dans la rue. Enfin, vraiment, je me disais, je rentrais chez moi le soir, je me disais, si j'ai un problème, je sais quoi faire. Et donc, refuser aux femmes l'accès, non seulement au sport, mais à la musculation, parce que quand elles ont accédé au sport, on les a quand même toujours amoindries, reculées, reprises, avec par exemple, au JO, ces contrôles de féminité, savoir si vraiment on avait bien affaire à une femme ou un homme, c'est une manière de les retenir sur ce chemin de force. Vraiment. Moi, j'en suis sûre. Oui, alors que, en fait, moi, parfois, je le rappelle, j'enseigne le yoga par ailleurs, où c'est pas l'activité physique la plus physique, mais quand même, elle l'est. On construit pas mal de force. Et je dis tout le temps à mes élèves, mais l'une des fonctions du corps, c'est de se défendre, en fait. Avec beaucoup de chance, vous ne l'aurez pas à l'utiliser. Il n'empêche que le corps sert à ça. Et porter des cartons. Et porter des cartons lourds. Et voilà. Et aussi, juste, tu disais qu'on a tenu les femmes loin du sport, la musculation et tout ça. Mais en fait, ce mouvement, c'est le même. On a tenu aussi les femmes loin du savoir, de l'université et tout ça. C'est-à-dire, pour les choses de l'esprit et les choses du corps, c'est exactement le même phénomène de tenir les femmes à l'écart. On dit que, oui, pour revenir sur cette question de le muscle, ça sert à se défendre, mais pour moi, c'est hyper important. Ça sert aussi, en fait, c'est aussi du soin. Moi, je cite 2 exemples dans mon livre. Donc, j'ai un père qui a été malade pendant des années et des années, donc j'ai dû soutenir en fait mon père. Et je pense que en tant qu'enfant, et j'espère que pour la plupart des gens, ça arrive le plus tard possible, mais ça peut arriver en fait en tant qu'enfant, qu'à un moment on ait besoin de soutenir nos parents. Et l'autre exemple que je donne dans le livre, c'est quand notre fils est né. Donc, on a eu un enfant, Conine et moi. Et il y avait des cours de yoga prénatal. J'adore le yoga, j'adore le pilates, ce genre de choses-là et tout. Et je trouve ça chouette, mais en fait, nous, on a passé une année entière à se réveiller la nuit, à le bercer et tout ça. Et Colline a eu des tendinites aux 2 épaules avec calcification. Et 10 ans plus tard, elle a toujours des séquelles de ça. Donc, elle a été opérée et tout. Moi, j'ai une petite tendinite au coude. En fait, être parent, prendre soin d'un nouveau-né,
c'est physique. Et ne pas proposer des cours de musculation aux futurs parents, non, mais c'est hyper vrai. Ça va pas du tout, en fait. Le yoga, c'est chouette, mais en priorité, donnons des cours de musculation aux jeunes parents, parce qu'on va passer notre temps, souvent, à bercer un enfant la nuit. On va le porter, le soulever, porter la poussette, porter des trucs et tout ça. Il faut que les jeunes parents se musclent avant d'avoir un enfant. C'est une question de santé publique. Justement, tu me tends une perche, Martin. J'ai pas encore dit que le sous-titre de ton livre, Douceur de la musculation, ou plutôt la continuité du titre, c'est Douceur de la musculation pour les artistes, les queers, les femmes, les inadaptés, les vieux, les handicapés, les neuroatypiques, les parents, les pauvres, les non-conformes, les dégoûtés du sport. En fait, toi, tu t'adresses pas seulement aux femmes, mais à tous les publics qui, en un sens, sont tenus à l'écart de l'activité physique, de la création du muscle. Oui, évidemment. Mais je reviens au lavage de dents, en fait, de tout à l'heure. Non, mais pour quelle raison cette activité qui a tellement de bénéfices, on parlait de la défense, on parlait du soin aux autres, il y a des bénéfices qui sont... on parle beaucoup d'ostéoporose aussi, par exemple, pour les femmes qui sont en périménopause ou en ménopause, pour les personnes âgées et tout ça. Ça, la musculation, je cite quelques études scientifiques dans le livre, la musculation a des bénéfices pour lutter contre l'ostéoporose, pour notre cerveau, pour les personnes qui ont des problèmes psychiatriques aussi. Il y a une étude qui a été faite pour les personnes avec des personnes bipolaires et ils ont pratiqué la musculation pendant un certain temps. Ça a des bénéfices pour plein de personnes, catégories de personnes auxquelles on ne pense pas. Donc je dis, mettons des kettlebells dans les hôpitaux psychiatriques, dans les gares, partout en fait. Ça devrait être une base de notre éducation, la musculation. Apprenez à en faire d'abord. Oui, bien sûr, évidemment. Mais après, en même temps, c'est vrai, il faut apprendre à en faire, mais il ne faut pas non plus que les gens pensent que ça va être trop compliqué. Non. Il y a plein de tutoriels, il y a plein de vidéos et tout ça, parce qu'il y a un des trucs qui retient les gens de faire la musculation, c'est les gens qui ont peur de se faire mal. Ouais, ça, on parle de kinésiophobie. Ouais, kinésiophobie. Enfin, la peur du mouvement. Alors qu'en fait, les gens se font mal en ne faisant pas de sport, en fait. Là où on se blesse le plus, c'est en faisant pas d'activité sportive. Et comparativement aux autres sports, la musculation, c'est le sport où on se blesse le moins. On se blesse plus au badminton, en fait, qu'à la musculation. Il faut vraiment que les gens se détendent par rapport à ça. C'est hyper intéressant, cette peur de se faire mal. Moi, c'est quelque chose que j'observe souvent dans l'enseignement de l'activité physique. Et c'est, encore une fois, à quel point, parmi les publics qui ont le plus peur de se faire mal, il y a les personnes âgées à qui on a beaucoup dit pendant longtemps, attention, votre nuque, attention, machin. C'est ce qui est contre-productif parce qu'en fait, du coup, ça tient les gens loin de l'activité physique et ça empire. En gros, pour caricaturer, je fais moins d'activité physique, je perds mes muscles, je tombe, mais là, je me fais vraiment mal. Ça ne serait pas arrivé si j'avais fait de la muscu ou d'autres activités physiques. Parmi les publics qui ont le plus peur de se faire mal, encore une fois, il y a aussi les femmes. Je le vois vraiment dans l'enseignement du yoga, par exemple. Peur de se faire mal, mais aussi peur... quand parfois, en yoga, on fait des postures d'équilibre sur les bras, donc on pourrait tomber, se taper un peu le visage. Il y a aussi la peur d'être défiguré. Enfin, moi, je l'entends très souvent de « Oh là là, mais si je tombe et que je me casse le nez, mais je vais être moche. » Évidemment, pour une femme qui se prend des normes de beauté toute la journée dans le visage, j'ai le cas de le dire, c'est très compliqué. Tu cites... Camille, dans ton travail, celui de la philosophe Iris Marion Young, donc philosophe, phénoménologue, qui a écrit dans les années 80, lancée comme une fille. Elle s'intéresse aux clichés selon lesquels les filles lanceraient mal, avec des gestes maladroits, limités. Elle l'observe souvent, mais elle se dit qu'on l'explique avec des différences biologiques, genre les femmes, je sais pas, on n'aurait pas le gène du lancer correct. Évidemment, c'est pas le cas. La raison, c'est plutôt que les femmes, dès l'enfance, intègrent des bébés, en fait, intègrent des normes qui les conduisent à se penser fragiles, vulnérables, à pas prendre trop de place, à rester gracieuses, et que tout ça, ça va entacher leur capacité à développer leur intelligence corporelle. Et encore une fois, c'est un problème. À la fin, parce que ce qu'elle montre, c'est que les filles lancent pas une balle forcément avec le bras tendu, avec de la force, en prenant de l'espace, etc. Bon, on s'en fout peut-être un peu de lancer une balle. Par contre, on a besoin de savoir utiliser nos corps correctement, on le disait tout à l'heure, pour plein d'autres raisons, quoi. Oui, la sociabilisation des petites filles, la sociabilisation sportive des petites filles, elle est très impressionnante et elle s'observe dès la maternelle. Nicolas Barr, qui est dans la série, le raconte très bien. Elle a fait énormément d'ateliers chez les enfants et il y a dès 3-4 ans une inhibition très grande des petites filles. Et c'est ce qu'elle dit, une capacité qu'on n'entretient pas.
on la perd. C'est même pas qu'elle diminue, c'est qu'on la perd. Donc le rattrapage est compliqué. Moi, je vois très bien, d'ailleurs, c'était assez étonnant parce que quand j'ai filmé cette série, quand j'ai fabriqué cette série, j'avais 2 types d'intervenantes. Il n'y a que des femmes dans cette série. Il y a des universitaires, certaines étaient sportives, mais pas toutes, et des championnes qui racontaient comment elles avaient traversé ces questions de genre et de domination dans leur carrière sportive, et puis comment elles s'étaient engagées. Et les universitaires qui n'avaient pas fait de sport, elles parlaient avec les bras collés contre le corps. C'était rien, hein, mais c'était tout. Et moi, je sais très bien que je suis quelqu'un qui prend pas de risques, je vais pas sauter si on m'emmène à Fontainebleau, je vais avoir peur de tomber dans des crevasses, dans des machins, du rocher, blablabla. Voilà, je n'ai pas été habituée à prendre des risques, à voir que si je tombe, c'est peut-être que je vais pas me faire si mal. Et ça, c'est des choses très anciennes, voilà. Et je parle des petites filles, mais il y a probablement aussi beaucoup de petits garçons à qui ça arrive. Mais voilà, cette différence, elle se fait tout de suite. Et c'est toute l'histoire des cours de récré, des petits garçons qui prennent toute la place avec le foot, des petites filles qui pensent qu'elles sont pas capables. Moi, je me souviens très bien que quand j'étais enfant, je raconte toujours cette histoire, mais on nous apprenait à monter à la corde à l'école quand on était petit. Et je me souviens pas d'une seule fois où un prof de sport m'a expliqué comment on devait faire. On te met en bas de la corde et grimpe. Ouais. Et si tu n'y arrives pas, on va jamais t'apprendre. Donc en fait, tu vois, tu te mets en retrait, tu dis, en fait, je sais pas faire et basta, je vais pas pouvoir apprendre. C'est vrai, on a été victime pendant... je vois, tu parles des petites filles, mais aussi, je pense, des petits garçons et tout ça. Alors, j'espère que ça a changé. J'ai pas d'enfants au collège ou au lycée et tout. J'ai l'impression qu'en primaire, ça a un peu changé. Mais à mon époque, il y a très longtemps, on a été victime aussi d'une éducation physique au collège, au lycée, qui était hyper viriliste, qui était masculiniste, qui était humiliante, qui était grossophobe, qui était... Classiquement, c'est l'exemple que je pense beaucoup de gens ont vécu ça. C'est-à-dire le prof de sport disait aux 2 plus forts de faire les équipes et on était choisis en dernier. Donc évidemment, ensuite, nous, en tant que... on a essayé de retourner le stigmate. Et comme on a été exclu du sport et de l'activité physique, on a pu développer aussi un certain mépris, aussi un mépris de défense. Mais c'est un mépris... qui est délétère et qui nous fait du mal à nous. Donc, il faut qu'on arrive à sortir de ça et qu'on récupère. Oui, parce que ce mépris, concrètement, c'est peut-être la personne qui effectivement a été choisie en dernier pour les équipes de handball et qui, du coup, développe peut-être plus son côté intello et après regarde un peu les sportifs comme des débiles. Ce qui, effectivement, fait qu'à la fin, la personne ne développe pas forcément ses muscles. Et encore une fois, je pense que c'est important de dire, il ne s'agit pas de développer ses muscles pour être musclé, au sens pour être physiquement musclé, pour prouver aux gens qu'on est musclé, juste parce qu'en fait, c'est important pour des questions même de santé, tu disais tout à l'heure, de longévité. Tu citais quelques exemples de pourquoi c'est important d'ailleurs, j'en ai d'autres. On sait qu'avoir du muscle, ça aide à supporter les traitements, les douleurs, on en a parlé, les troubles liés à la ménopause, le TDAH, je sais que parmi nos auditeuristes, vous êtes beaucoup concernés par ce sujet, on s'en est rendu compte quand on a fait un épisode sur le TDAH, certains troubles psy, tu l'as dit, la dépression, la gestion des émotions, le trauma aussi, très très intéressant. Il y a une Américaine qui a écrit un bouquin qui s'appelle, Laura Koudari, qui s'appelle Lifting Heavy Things, Healing Trauma One Rep at a Time. Donc, porter des choses lourdes, guérir le trauma, une répétition après une répétition. On pense pas forcément à ça. On fait pas forcément le lien entre muscle et trauma. On se dit que le trauma, il faut faire de la thérapie, de l'EMDR, et bien sûr qu'il le faut, sans doute. Bien sûr, les thérapeutes sont importants. Mais oui, il s'agit vraiment de... En fait, moi, quand je regarde mon parcours d'auteur et tout ça, je pense que ce qui m'aligne, c'est de casser les frontières, en fait. Et il faut qu'on arrive à casser les frontières entre thérapie qui serait une thérapie psychologique et une thérapie qui serait sportive. Il faut casser la frontière entre ce qui est physique et ce qui est psychologique. Il n'y a pas de cette séparation qui est une séparation qui a une histoire civilisationnelle et tout ça. C'est quelque chose qu'il faut casser. Et même entre les métiers intellectuels et les métiers dits manuels. En fait, on est plein de représentations super archaïques qui permettent en fait de continuer à asseoir des dominations de classe, de sexe, de race, de validistes aussi. Et tout. Il faut qu'on casse tout ça, quoi.
Tu rappelles aussi, toujours sur le sujet de la santé, qu'après 30 ans, on assiste à une perte de masse musculaire de 3 à 8% par décennie. Après 60 ans, c'est 30% par décennie. Ça s'appelle la sarcopénie. Et donc, en fait, c'est politique, au sens où si on veut maintenir les gens en santé le plus longtemps possible, et je rappelle que même pour le capitalisme, ça peut être intéressant, mais évidemment, c'est pas pour ça qu'on va le faire, ça serait intéressant de promouvoir ou d'aider les gens à avoir l'espace pour faire de l'activité physique. Mais en fait, le problème, c'est que qui a le temps de faire de l'activité physique, même si c'est accessible, même si les salles de sport, déjà, les salles de sport, c'est cher. Plus ou moins il faut cher. avoir, tu vois, dans mon intro, je parlais plus ou moins cher, c'est vrai. Mais en fait, quand elles sont pas chères, c'est souvent au détriment des gens qui y travaillent aussi. Je pense que c'est important de s'en rappeler. Je parlais dans mon intro d'avoir de l'espace. On a notre petit coin muscu avec mon coloc. Encore faut-il avoir... en fait, avec mon coloc, on n'a pas d'enfant. Donc, on fait ça. En fait, je pense que si on avait un enfant, pas forcément ensemble, je le tiens à le rassurer s'il écoute ce podcast, ce serait peut-être le coin jouet. Nous, c'est nos jouets à nous. Donc, encore une fois, il y a plein de choses qui empêchent d'accéder. Ouais, mais pour tout, en fait. C'est-à-dire que voir un thérapeute ou une thérapeute, c'est de l'argent et c'est du temps. Avoir des amis, sortir. Tu vois, là, on a un enfant, prendre une babysitter et aller au cinéma, faire une soirée entre parents. En fait, dans ce système capitaliste, tout coûte du temps et de l'argent et il n'y a rien de parfait. C'est pas spécifique à la musculation et au sport. Mais c'est pour ça que je dis, même si peu d'appétence pour le collectif et tout ça, ce sont des questions qui devraient être récupérées et saisies par les partis politiques, les associations, les collectifs. Il ne faut pas que ça reste une question individuelle. Mais étant donné, ensuite, mais c'est un peu comme pour la thérapie, en fait. Il y a des gens qui peuvent se payer une thérapie, tant mieux pour eux. Et je ne vais pas leur dire, en fait, c'est un truc d'élite, c'est un truc de privilège et tout ça, le faites pas et tout. Non, en fait, c'est important la thérapie. Et c'est la même chose pour la musculation. La musculation, c'est important. Et là, malheureusement, effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas payer la salle de musculation, qui n'ont pas d'espace chez eux. Ensuite, je crois que tu disais, par rapport au capitalisme et tout ça, le capitalisme aurait aussi intérêt à nous vouloir bonne santé. Je ne suis pas sûr, en fait, parce que c'est très rentable aussi. Les personnes âgées qui sont en EHPAD, qui sont plus capables de se débrouiller toutes seules et tout ça, je pense que... Et c'est des personnes aussi qui vont vieillir moins longtemps, en fait. Donc, il n'y aura pas besoin de payer les retraites. Je pense qu'il y a aussi un projet politique, en fait, dans le fait d'affaiblir les femmes, c'est sûr, mais aussi les personnes âgées, quoi. Je pense que c'est pas avec les salles de sport que le capitalisme fait le plus d'argent. C'est avec les EHPAD et les retraites non payées. Mais c'est pour ça que cette question, il faut qu'elle soit portée par des collectivités, je pense même à des villes, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné la musculation aux salles capitalistes ? Et là, c'est une responsabilité de nous, en fait, à gauche. C'est une responsabilité aussi des artistes, des intellectuels, des gens qui ont un peu de voix. Il faut qu'on récupère la musculation dans le domaine, en fait, des biens publics. Mais en attendant, moi, j'ai à cœur de défendre aussi, de dire, en fait, c'est un des lieux aussi d'émancipation. C'est aussi la particularité et la difficulté de nos vies, en fait. C'est-à-dire que, malgré tout, on peut trouver aussi l'émancipation au sein de systèmes super imparfaits et capitalistes et tout ça. Tu vois, c'est un peu... C'est aussi lié à l'histoire de la structuration du sport en France et en Occident. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vraiment divisé en deux. Tu as toutes les fédérations avec des sports qui, en fait, sont plutôt des sports qui tendent vers la performance et l'olympisme. Et donc, toutes ou pas seulement l'olympisme, mais c'est quand même structuré comme ça autour de tous ces sports où on peut gagner des compétitions. C'est ça. Et là, il y a des deniers publics. Il n'y en a pas beaucoup non plus, mais il y en a quand même beaucoup. Et c'est vrai que cette question du renforcement musculaire, il est un petit peu occupé par le sport pour les gens de plus de 60 ans. C'est vrai qu'il y a dans les centres d'animation toujours des créneaux pour de la gym douce. J'adore cette expression. Elle est et c'est toujours. Mais c'est vachement bien parce que les gens qui y vont, c'est super. Mais c'est vrai que c'est comme s'il y avait un vide comme ça sur la question du renforcement musculaire et de la muscu pour ma fille, moi, toi, Martin. Voilà. Quand il y a des exercices de muscle, tu parles de gym douce, ça me fait penser au fameux cours d'abdos fessiers pour les femmes. C'est à peu près les seuls muscles qu'on a le droit de renforcer, visiblement. Ça, c'est dans la salle, dans les cours collectifs, dans les salles. Mais on voit toujours ça, d'ailleurs, là, dans les salles de musculation. C'est en train de changer. Je vois d'année en année, ça change beaucoup.
Mais classiquement, sur les machines de cardio, il y a essentiellement des meufs. Et alors que les mecs, en fait, devraient prendre soin de leur petit cœur aussi. En fait, le cardio, c'est important. Hein. Et là, mais je vois quand même de plus en plus de meufs qui vont au poids. Mais la bascule est encore à faire. Et pourtant, le poids, c'est génial, il faut le dire. Et surtout, moi, je voulais dire que dans les salles, il y a une sociabilité extraordinaire. C'est-à-dire, il faut vraiment choisir sa salle aussi en fonction de ce qu'on a envie de faire. Si vous allez chez Gym 13, dans le 13e arrondissement, où il y a 450 appareils de muscu, c'est vraiment un endroit de bodybuilder. C'est peut-être pas l'endroit où serait le mieux. Mais voilà, il y a des endroits, il faut trouver sa salle. Moi, la salle où je vais, c'est vraiment une salle hyper familiale, où la plupart des gens ont plus de 40 ans. Ils sont vraiment là dans cette optique. Il y a un appareil par... Voilà. Moi, je fais pas du tout d'appareil. Je fais que du poids de corps et du poids tout court. J'adore les poids, c'est hyper bien. Ouais. Et franchement, il faut trouver sa salle, quoi. Alors ensuite, peut-être, et j'entends ce que tu dis et tout ça, mais parfois, surtout quand on n'habite pas dans une grande ville et tout ça, on n'a pas trop le choix, en fait. Et aussi, j'ai consacré un chapitre au bodybuilder et à la gonflette et tout ça. Et je pense qu'il faut aussi qu'on travaille sur nos présentations, en fait. C'est-à-dire, il peut y avoir des mecs super musclés. Je parle à un moment de Dwayne Johnson, The Rock. Et en fait, chez les bodybuilders, il y a plein de mecs parfois qui peuvent être très doux, en fait. Et qui ont des parcours assez incroyables, où ils viennent de beaucoup de complexes et beaucoup de... C'est le cas de Schwarzenegger, par exemple. C'est une grande remontée. Donc, ils ont l'air très imposants avec des gros muscles. Je dis, c'est des gros machos virils. Parfois, en fait, le gros macho viril, ça va être le meilleur coach. Non, mais il n'est pas forcément macho viril. Il peut avoir de gros muscles, mais le macho viril, ça va plutôt être le mec membre d'un parti d'extrême gauche, tout fin, tout maigre, habillé en noir non, mais c'est ça, en fait. Il faut qu'on travaille nos présentations et ne pas hésiter à aller vers... Moi, je vois, en tout cas, dans la salle musicale où je vais, les gens se demandent conseil, se parlent et tout ça. Mais c'est vrai comme on a une représentation, on se dit « c'est un gros mec baraqué et tout ça, il doit pas être sympa, ça va être un gros con et tout ça ». Et en fait, non. Et derrière le macho viril, il pourrait aussi y avoir, par exemple, une personne queer. Toi, tu écris, Martin, je me demande si le goût de certains queers pour un corps musclé et l'attrait qu'il suscite n'est pas une manière de travailler à se faire une armure, car les agressions à notre rencontre sont courantes et que de cette protection naît une érotique. Ouais, je pense. Ouais. Tu en parlais un peu, mais il y aurait une histoire. Ça a été fait par un journaliste américain dont je cite le livre à un moment dans le livre. Mais il y a toute une histoire de la musculation comme pratique queer à faire. Ensuite, ça a été récupéré par les mascus et tout ça, mais c'est une pratique queer et pauvre à l'origine. Et ouais, j'aime bien cette idée parce qu'on se moque aussi parfois des gens des personnes queer, en particulier des gays, tout ça, qui sont musclés. Mais je pense que ça a un rôle social aussi. On parlait de se défendre, de protection. C'est-à-dire quand on se fait tabasser, en fait, ça amortit les coups. Alors parfois on peut pas se défendre, on n'a pas le truc pour se défendre, mais ça éloigne les autres, ça peut éloigner les agresseurs. C'est un signal aussi qu'on envoie aux autres et c'est important. Et ça permet aussi de se protéger, tout simplement. Martin, tu écris « Mon corps est musclé, mais ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'un corps musclé ». Et effectivement, on parlait des représentations. C'est important de rappeler que tous les corps musclés ne sont pas ce que vous attendez forcément de ce qu'on vous montre toute la journée à la télé, dans les films, etc. Tu dis aussi « Je suis plus en forme à 50 ans qu'à 20 ans ». Et ça, j'aime bien parce qu'à nouveau, ça permet de se dire que c'est jamais trop tard pour s'y mettre. Vous, qu'est-ce que vous conseillez à des gens qui sont hyper loin de ces trucs de sport, de muscu, comment s'y mettre sans retrouver un peu ces trucs traumatiques de quand on était ado et qu'on décrivait tout à l'heure du prof de PS qui nous calcule pas, quoi. Moi, qu'est-ce que je conseillerais ? Je pense que la question du plaisir, elle est essentielle. Et je sais pas si je conseillerais à tout le monde d'aller directement vers la muscu. Je sais pas si y a cette envie vraiment de se faire accompagner peut-être pendant 2-3 mois. Toutes les salles ont toujours des profs inclus, ça coûte pas plus cher. Juste pour pas se faire mal, ça c'est sûr. Et surtout, ce qui est très, très valorisant avec la muscu, c'est que ça va très vite. C'est-à-dire, vraiment, on sent très, très vite des effets de tonicité on se tient plus droit. Moi, je travaille vraiment tout le corps. J'adore avoir les épaules musclées, le dos musclé. Je suis très peu musclée, mais j'ai vraiment changé déjà de corps. Et ça, c'est quand même super agréable. Et puis, y aller hyper doucement. C'est-à-dire, c'est mieux de se dire, j'y vais 1 fois par semaine. Et ça, c'est sanctuarisé, c'est dans mon agenda, d'y aller tout doucement
mais se donner rendez-vous et se dire je le fais pour moi et j'arrête de faire des to-do list, la liste des courses, la liste de ce que je dois faire pour mes enfants, pour mon mec, pour ma meuf, etc. Voilà, essayer de dire ce jour-là, à cette heure-là, c'est pour moi et qu'est-ce que je vais sentir dans mon corps. Voilà, je commencerai comme ça. Martin, un conseil? Oui, je trouve ça super. Ensuite, je dirais que ça dépend des personnes, en fait. Si on est plus ou moins solitaire, si on a un groupe d'amis, on peut aussi faire la musculation avec son groupe d'amis. On peut faire ça à l'extérieur. On peut travailler avec matériel, avec des kettlebells, avec des haltères, avec des élastiques. Il y a vraiment 1000 possibilités. Donc, c'est plus en fonction de son caractère. Moi, je dirais que suivre des comptes Instagram aussi. Il y a plein de meufs coach, de personnes queer coach et tout ça. Je trouve ça super intéressant parce que ces personnes donnent des conseils. Lire sur le sujet, regarder des documentaires sur le sujet et voir qu'on est passé s'armer aussi mentalement, voir à quel point c'est un sujet politique, émancipateur et tout ça. Et donc je trouve que toutes les armes intellectuelles qu'on peut avoir, c'est intéressant. Donc c'est un peu et faire confiance à son corps. Oui, et y aller progressivement comme tu disais. Il va se muscler et c'est quand même super cool. Et c'est le moment aussi en fait où tout d'un coup on est aussi obligé de penser un peu à son sommeil et à son alimentation, parce qu'il y a aussi on parle de musculation, mais en fait, si on se sous-alimente, et c'est le cas par exemple, des personnes âgées, c'est le cas aussi de pas mal de jeunes femmes, et tout ça, à cause de la pression sociale et tout ça, il est important de bien manger, et si on veut avoir des effets, en fait, c'est vraiment très important. Ouais. Il faut un régime qui est un peu plus riche en protéines si on a une activité physique. Protéines, ça ne veut pas forcément dire viande, hein. Il y a des protéines végétales de qualité et tout ça. Je dédramatise aussi un peu l'usage des protéines en poudre, qui sont parfois mal vues, moquées, et qui sont un moyen très pratique, en fait, d'avoir un apport en protéines, parce que on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque pour la santé et tout ça, donc faut pas hésiter. Moi, j'ai envie d'y aller de mon petit conseil aussi. J'aime bien le travail notamment d'une personne qu'on avait reçue ici, qui s'appelle Agathe Filbé, et qui a un rapport, qui nous invite vraiment à sortir des mouvements stéréotypés, pas faire toujours la même chose. Et sur ses réseaux sociaux, elle me fait rire parce que souvent, elle se filme à la salle de sport en train de faire absolument tous les mouvements, sauf celui qui est censé être fait sur un banc de muscu ou autre. Elle fait n'importe quoi, mais c'est pas qu'elle fait n'importe quoi, c'est qu'elle fait autre chose. Elle met de la créativité, elle met des mouvements qui viennent challenger ses articulations, etc. Et je sais, et j'espère qu'elle sera contente de l'entendre, que c'est aussi ça qui permet la longévité du corps, c'est de jamais laisser nos articulations, nos muscles refaire continuellement la même chose. Donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire, et surtout pour des gens qui ont un peu ce truc peut-être un peu TDAH neuro comme moi je peux l'avoir, vous êtes rebelle, vous n'arrivez pas à penser comme les autres, tant mieux, parce qu'en fait votre corps vous en remercie de ça. Donc mettez des mouvements que vous trouvez absurdes, que les autres peuvent trouver absurdes, dans la salle de muscu mais aussi en dehors, et avec du mobilier urbain, etc. Et souvent je crois que ça nourrit beaucoup le corps. Et puis ça met un peu de souplesse dans cette salle de sport en fait, qui peut être un peu rigide parfois. En effet, par exemple, moi j'ai très besoin de me suspendre pour étendre mon dos. Donc je m'accroche aux barres qui sont plutôt des barres qu'on soulève, voilà. Et je vois bien que les gens me regardent, mais en fait ça met un peu d'air dans cette salle, et ça détend tout le monde aussi, de faire des mouvements inhabituels quand même. Et justement, sur ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié dans ton travail, Martin, c'est que tu invites tes lectrices à penser à transformer la salle de sport. En fait, la salle de sport stéréotypée, cliché, elle pourrait très bien être complètement autrement. Il y a plein de choses qu'on pourrait changer. Moi, mon rêve, c'est qu'on arrête avec ces lumières blanches hyper fortes et de la musique parfois vraiment intense, parce que j'aimerais bien avoir des endroits plus calmes, mais c'est perso. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans une salle de sport? Déjà, il faudrait plus d'accès handicapés. Il faudrait qu'il y ait aussi des heures ou des salles avec des lumières tamisées, sans musique. Il faudrait qu'il y ait des coachs aussi qui soient pas tous un peu, je suis désolé, mais sur le même modèle. Des coachs aussi handicapés, neuro-A ou handicapés physiques et tout ça. En fait, il y a plein de choses. Mais c'est pour ça, c'est pas le capitalisme, ou alors ces salles vont exister pour les gens qui ont beaucoup d'argent et tout ça, mais c'est pas le capitalisme qui va nous fournir ça. Il faut que ce soit la puissance publique qui nous offre des salles avec accès handicapé, avec des coachs différents, avec pas forcément la musique à fond et tout ça. Il y aurait tellement de choses à inventer, et des couleurs en fait, parce que il n'y a pas de raison que les kettlebells, que les machines soient noires ou grises. Ça, c'est vraiment un truc lié
à la Très métal. au virilisme et tout ça. On pourrait mettre des couleurs. Ça pourrait être, on pourrait avoir des kettlebells roses à pois verts. Enfin, il n'y a pas de raison, en fait. On peut mettre de l'imagination et de la fantaisie. Il faut qu'on s'en saisisse plutôt de se plaindre en disant « Ah ouais, c'est des trucs virils, c'est triste, c'est gris, c'est vraiment un truc de mec. » Ben non, en fait. Il faut qu'on s'en saisisse. Mais pour l'avenir, il faut vraiment, moi j'espère qu'il y aura des kettlebells dans les bibliothèques et que, dans le même, ça aille aussi dans l'autre sens, parce qu'il y a aussi faudrait aussi qu'il y ait des livres dans les salles de musculation, en fait. Il faudrait que tous ces lieux soient mélangés. Il faut arrêter avec les frontières, quoi. Il ne faut plus qu'il y ait une différence entre une salle de musculation et une bibliothèque. Mais je lisais il y a quelques temps, ça date un peu maintenant, mais un papier dans Le Monde Diplo qui s'intéressait aux piscines et qui montrait que les piscines, qui étaient beaucoup des espaces publics, ont été beaucoup privatisées. C'est la même chose avec les salles de sport. Il y a eu, vous le disiez tout à l'heure, des salles de sport publiques, il y en a de moins en moins. Donc, encore une fois, il y a vraiment une volonté politique. Donc, ce qu'on veut, c'est des salles de sport qui soient publiques, en fait. Et effectivement, avec sortir de cette esthétique, ou alors pas se contenter seulement de cette esthétique très mascu, très et aussi, noire, des pneus autour des rameurs, parce que ça fait viril, machin. Et aussi, peut-être, il y a aussi la question des horaires. Je pense que si les salles ont de succès aussi, c'est parce qu'elles sont aussi ouvertes à des moments où il y a plein de gens qui travaillent, peuvent aller dans ces salles. Parce que les salles municipales, souvent, elles sont pas ouvertes très très longtemps et pas tous les jours. Donc, il y a aussi une question du temps d'accès et la localisation. Il y a plein de choses à penser autour de la musculation. Moi, je trouve que surtout, là, on est encore dans une culture où quand on va dans une salle de sport, on travaille des morceaux de corps, comme ça. Et moi, à la fin de ma séance, je fais toujours un quart d'heure de mobilité, beaucoup plus dans le pilate, etc., l'assouplissement, etc. Bon, voilà. Et je suis toujours coincée entre deux machines où je mets mon tapis, tout le monde me regarde, genre, mais elle est relou celle-là à faire ses étirements, c'est pas l'endroit, il faudrait que j'aille me mettre à l'autre bout dans un coin. Et voilà, je pense qu'on est encore très fonctionnaliste dans ces salles avec vraiment l'idée du rendement. D'un rendement comme une machine qu'il faudrait faire performer, et ça ça pourrait se réorganiser. Tous les deux, vous avez la démarche que vous avez, je voudrais vraiment vous remercier parce que je la trouve vraiment super importante. Vous avez pris au sérieux le corps, le muscle, vous l'avez sorti, vous avez en quelque sorte avec vos travaux respectifs un peu gommé cette fameuse frontière corps-esprit qui n'a de sens que chez nous les Occidentaux. Ça m'a un peu rappelé un bouquin qui date de 1974 de Robert Prestige qui s'appelle Le Traité du Zen et l'entretien des motocyclettes. Oh, j'adore ce livre. Où cet auteur, il vient prendre au sérieux la question de la mécanique et de la réparation des motos et il en fait un objet philosophique. Et pourquoi pas, et c'est un bouquin qui est passionnant, qui n'a aucun rapport avec notre sujet, mais en même temps, je vous le conseille parce qu'il est super. Je suis très heureuse que vous ayez fait ça. Je pense que ça fera beaucoup de bien à des coachs, à des profs de pilates, à des fans de muscu qui parfois se cachent pour le faire parce que par ailleurs ils sont peut-être dans des métiers intello. Ça nous sortira aussi, ça invitera je pense beaucoup de gens y compris à gauche à peut-être arrêter un petit peu avec ce mépris du corps et du muscle. Je voulais aussi vous conseiller, si vous voulez aller plus loin, quelques contenus qui vont un peu dans ce sens. Je pense à un numéro de Frustration Magazine qui est sorti en 2025 qui s'appelle Comment tenir, où on a pas mal parlé de la question du sport, du muscle notamment. Le podcast Vent debout et aussi le travail d'Alexandre Jaafari, alias Coach We Coach sur les réseaux sociaux, qui est vraiment quelqu'un de très engagé envers la justice sociale et environnementale et qui à la fois prend la question du sport, du muscle, de l'entraînement très au sérieux. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous conseiller ? Je sais pas, il y a un compte d'une médecin, je crois qu'elle est anglaise, qui s'appelle Stacey Sims, et aussi une autre médecin qui s'appelle Vonda Wright, qui est aussi une médecin anglaise ou américaine. Et ces deux médecins, je crois qu'il y en a une qui est chirurgienne et l'autre qui est, je sais pas quel genre de médecin, et qui parlent du sport avec beaucoup d'informations médicales et tout ça. Donc c'est super intéressant. Moi, rien ne me vient comme ça, plutôt des comptes d'Instagrammeuses qui me font plutôt rigoler, mais je trouve qu'il y a quand même quelques bouquins, si vous avez envie vraiment de vous plonger dans la littérature, quelques articles surtout qui sont un peu structurants, qui peuvent être intéressants d'aller regarder. Et puis, c'est vrai, le travail de Camille Froide-Vaumétry, qui est en fait un peu éloigné des questions de sport, mais qui rappelle, avec cette expression toute simple, un corps à soi, voilà, qu'est-ce que c'est
quelle émancipation ça apporte de se réapproprier son corps. Et ça passe par le muscle, moi j'en suis sûre. Camille Juzat, Martin Page, merci beaucoup d'avoir été là derrière le micro d'Encore Heureux. Merci. Chers auditeurs, je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette saison 3. On se voit sur Instagram @EncoreHeureusPodcast et sur binge.audio. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à Encore Heureux, mettez-nous 5 étoiles et plein de commentaires sur votre application de podcast. L'émission a été réalisée par Jude Rigaud et produite par Charlotte Bex et Marie Foulon. À bientôt.